Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour cette rencontre avec Constance Debré. Bonsoir Constance Debré. Bonsoir. Autour de Protocole, votre nouveau livre paru chez Flammarion et autour de votre trajectoire d'écriture depuis 20 ans. Bon, on n'a qu'une heure, donc on essaiera d'être synthétique, mais depuis 20 ans, notamment autour de ce qu'on appelle dans ce festival l'écriture du réel. Protocole est une œuvre saisissante, très troublante, justement dans son rapport au réel, à la violence du réel. Vous y consignez froidement, ce qui crée encore plus d'horreur et d'émotion quand on vous lit, les règles, les techniques, les protocoles qui encadrent la vie des condamnés à mort et leur mise à mort aux États-Unis. Depuis la taille de la corde pour la pendaison selon le poids, jusqu'au dosage exact de l'injection létale et la quête très documentée de la meilleure manière de tuer au fil des siècles. Vous alternez cette littérature juridique à laquelle vous ne changez presque rien avec des récits personnels sur votre vie quotidienne et notamment vos expériences, ou en tout cas les expériences amoureuses de votre narratrice. Ce livre s'inscrit profondément, je crois, dans votre trajectoire d'écriture, même si elle a évolué, on va le voir. Mais je crois que Protocole cristallise quelque chose, vous me direz si je me trompe, qui est à l'œuvre chez vous depuis longtemps. Une forme, je dirais, d'effacement progressif de l'autrice que vous êtes. Un dépouillement pour aller jusqu'à l'os du réel. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça. Avec ce livre, on sent que vous avez fait une sorte de trouvaille dans le secret de votre écriture en frottant l'obscène des protocoles de mise à mort avec la banalité du quotidien contemporain. Quelque chose se passe dans ce frottement, un choc qu'on peut appeler littérature et qui, je crois, ne peut pas laisser indemne, qui vraiment percute les lecteurs et lectrices. Quelques mots sur le cadre de cette interview. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et cette rencontre dans le cadre du festival Effraction de la BPI est traduite en langue des signes grâce à la présence de Morgane Vandenbunder, de Marina Urbain et de Juliette Dubreuil de l'agence Trilogue. Merci à elle. Elle est aussi enregistrée pour le podcast Assez parlé, que j'ai le plaisir d'animer depuis 5 ans pour l'école Les Mots et qui est partenaire du festival. Les Mots, en quelques mots, c'est une école d'écriture à Paris où sont proposés des ateliers d'écriture animés par des écrivains et écrivaines. Et donc, c'est l'angle de ce podcast qui m'amènera, Constance Debré, à vous interroger sur votre fabrique d'écriture, vos manies d'écrivaine, mais aussi ce qui vous a amené à penser la forme très singulière de Protocole. On va passer un peu moins d'une heure ensemble. Je laisserai un moment pour vos questions, vos réactions, vos impressions. Première question, Constance Debré, une question qui vient à la fois de ma joie et de ma surprise que vous ayez accepté cette interview. Quand vous avez appris le sujet de cette interview, à savoir votre fabrique d'écriture, votre rapport à l'écriture, qu'est-ce qui vous est venu en premier? J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop parler de ça. Est-ce que je me trompe? Alors, vous avez dit beaucoup de choses, donc je vais reprendre quand même un peu. Allez-y. Alors, sur Protocole, j'imagine qu'on en Bah, bien reparlera. sûr, en reparler. Mais ce que je veux dire, c'est que, même si on en viendra, je ne sais pas si les gens qui sont... Vous qui avez eu la gentillesse de venir ce soir, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je ne suis pas sûre. Enfin, pour moi, ce n'est pas un livre sur le protocole d'exécution de la peine de mort aux États-Unis, qui serait entrecoupé de moments de ma vie. Ça, certainement pas. Pour moi, d'abord, ce ne sont pas des moments de ma vie. Il y a des passages où il y a un jeu qui est assez opaque et qui a peu d'importance. Il y a beaucoup de lieux et il y a d'autres personnages, mais qui sont à peine des personnages, ne sont que des figures de l'humanité, entrecoupées effectivement de textes que j'ai représentés d'une certaine manière. Je ne les ai pas écrits tels quels, que j'ai trouvé dans cette, disons, littérature sur les exécutions aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas nommés, les lieux qui sont visités ne sont pas nommés, le fait qu'il s'agisse de la peine de mort dans tel ou tel État n'est pas nommé, les personnages n'existent pas, ils n'ont pas de nom. Et le jeu n'est pas moi, même s'il est évidemment tiré de moi, mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'ai essayé d'évoquer, de représenter, peut-être dans ce livre, c'est ce sentiment d'une humanité
d'années, confrontée à la question de la mort. Et une question à laquelle on n'a pas de réponse, à laquelle il me semble, enfin, je ne sais pas s'il y en a une de réponse, mais en tout cas, c'est aussi un texte qui parle peut-être d'aujourd'hui, à laquelle la société dans laquelle on vit ne répond peut-être encore moins que les autres, ou en tout cas la façon dont la société dans laquelle on vit aujourd'hui n'y répond pas et nous laisse les uns et les autres un peu perdus. Voilà, et c'est ce que j'ai essayé de représenter dans le livre, avec cet écho comme ça des protocoles d'exécution, parce que si on est damné par notre mort, on est bien sûr hanté par le mal aussi. Voilà, pardon. Quant à la mort vous ne pouvez pas me balancer quelque chose comme la mort de l'auteur sans me demander de répondre, donc je réponds. Mort de l'auteur, certainement pas. Enfin, puisque j'écris des livres, donc tant que je ne suis pas morte, je suis un auteur, et c'est peut-être la chose qui me constitue le plus. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire, peut-être la mort du narrateur, peut-être. Je n'ai pas vraiment parlé de la mort de l'auteur, mais plutôt d'un effacement progressif, mais je comprends d'un dépouillement progressif de votre... on sent au fil de votre œuvre une dépossession progressive des rôles assignés d'abord, ensuite de votre présence, de la présence du jeu, puisque vous étiez longtemps dans l'autofiction et qu'aujourd'hui vous glissez... Pour moi, je n'ai jamais été exactement dans l'autofiction. Et quand vous dites dépouillement, c'est un choix stylistique qui me paraît extrêmement fort. Donc il n'y a pas du tout de disparition de l'auteur. Je crois que à partir du moment où on prend des pages et qu'on les signe, c'est un geste très fort d'être auteur, quoi. Donc, alors que dans mes choix stylistiques, par exemple, j'utilise moins la première personne, ou en tout cas qu'elle ne me paraisse pas être le moyen de me représenter ce que je veux représenter. Ça, je peux en convenir, et que j'aime de plus en plus, des choses qui étaient déjà un peu là au début, mais c'est vrai, je les aime de plus en plus, qui sont quelque chose de plus sec et froid dans le style. Enfin, en tout cas pour Protocole, mais par exemple celui d'avant était très différent. Ça, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas être moins un auteur, ou avoir un auteur qui se dépouillerait ni de ses pouvoirs ni de son autorité, puisque auteur et autorité, ça ne vous aura pas échappé, c'est quasiment le même mot. Ça, voilà. Et sur votre fabrique d'écriture, sur votre trajectoire d'écriture, est-ce que j'ai eu l'impression que vous repoussiez souvent les questions des journalistes sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous met mal à l'aise ou dont vous n'aimez pas parler? Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui me... C'est peut-être... Non, ça ne me met pas mal à l'aise. Mais voilà, posez-moi des questions, je verrai si... Mais si est-ce que j'écris à la main ou à l'ordinateur le soir ou le matin, je peux y répondre. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus intéressant. Mais non, je vous écoute. Est-ce que vous écrivez à la main ou à l'ordinateur? Qui écrit encore à la main? Ça arrive. Pas moi. Alors venons-en donc à Protocole. Il y a cette phrase très forte au début du livre, d'autant plus quand on sait votre passé d'avocate. La loi rend toute la littérature obsolète. Vous poursuivez ensuite. J'ai lu, j'ai traduit, j'ai recopié le document. Il n'y avait rien à retrancher, il n'y avait rien à ajouter, ni Dante, ni Dostoïevski, ni Camus, ni Kafka, etc. Le document dont il est question, c'est un manuel d'exécution. Et vous ajoutez juste après, depuis 2 ans, je ne lisais plus que des protocoles d'exécution. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça, l'amorce d'écriture de ce livre? Non, enfin, l'amorce d'écriture? Non, l'amorce d'écriture, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est ma tentative elle est mon désir d'attraper la question du mal. La question du mal dans l'humanité, et de le faire de façon à la fois très directe et contemporaine. Voilà. C'est parce que c'est la littérature qui m'a toujours nourrie et qui m'intéresse le plus.
et de le faire d'une façon qui soit pas, avec des phrases qui ne soient que matérielles ou factuelles, sans employer de qualité morale, sans employer trop d'adjectifs ni d'adverbes, quelque chose de très comme ça, et qui permette, c'est le but en tout cas c'est mon but d'écrivain, espèce de pari et la convention que je me donne et le but qui est derrière, c'est en ne posant que des objets très simples ou des situations très simples, que des choses comme ça, que des choses et que des faits, d'arriver à faire sentir au lecteur ce vertige, quoi, de notre condition humaine, je dirais de façon existentielle, générale, absolue, qui est telle qu'elle a toujours été, mais aussi dans sa dimension contemporaine, puisqu'on vit tous, nous les vivants, ici et maintenant. Donc il y a ce désir-là qui précède. Et puis c'est dans cet état d'esprit que je suis et que je vais ensuite réfléchir et regarder le réel et essayer de trouver une sorte de matière qui puisse que je puisse utiliser pour représenter certaines choses. Et bien sûr que la matière juridique, tout ce qui passe par l'angle du droit ou du judiciaire m'intéresse beaucoup parce que le droit pénal, disons, attrape déjà évidemment les faits les plus terribles, les plus extrêmes, disons de l'actualité ou de ce que l'humanité peut faire. Donc c'est toujours un angle qui m'intéresse et que et donc voilà, très concrètement, je sais pas, je suis aux États-Unis, je lis les journaux que je pourrais d'ailleurs lire et que je continue de lire en France, donc finalement peu importe que je sois aux États-Unis ou ailleurs, et je vois qu'un condamné à mort va être exécuté dans les jours qui suivent. Je commence à lire des choses et puis je commence à m'intéresser à la façon dont on va le tuer, en fait. Et puis et là, j'entre dans... je me pose cette question et j'entre dans tous les protocoles qui régissent donc les exécutions dans la moitié des États américains qui ont encore la peine de mort. Tous ne la pratiquent pas. Bref. Et je tombe sur cette matière que je trouve effectivement... je dirais, fascinante. C'est-à-dire fascinante, comme beaucoup de choses, et purement pornographique. C'est-à-dire qui me fait éprouver à moi un sentiment à la fois d'attrait, parce que je trouve ça incroyable et que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir comment ça se passe, parce que je me sens concernée en tant que... Voilà, j'ai l'impression, moi j'ai toujours ce sentiment, et je pense qu'on l'a tous, que tout ce qui se passe, tout ce que font les hommes me concerne. Que peut-être c'est ça, faire partie de l'humanité, c'est le sentiment d'être responsable de tout. Enfin, pas moi directement, mais qu'on partage une responsabilité. Donc, et comment ça se passe ? Après tout, je me dis, tiens, et on a la discussion sur la peine de mort, avocat ou pas avocat, juriste ou pas juriste, français ou américain, peu importe. C'est des choses qui sont dans nos têtes, très bien. Mais en réalité, je me dis, tiens, mais en fait, on ne sait même pas comment ça se passe en vrai. Et la mort, ce n'est pas une idée. La mort, c'est quelque chose qui se passe dans le corps. C'est bien ce qui nous effraie, nous, à un titre très individuel, comment ça va se passer pour nous. Je pense que c'est aussi une question qu'on a tous, qui est bien sûr derrière le livre. Ce n'est pas juste la peine de mort, c'est la mort aussi.
donc voilà, donc je regarde tout ça et bien sûr il y a quelque chose d'effarant, quoi, de fascinant et à la limite du supportable, mais puisque c'est une réalité, je me dis que c'est de mon devoir de le supporter. Et je me dis aussi que tiens, cette chose, tout le monde sait, oui, très bien, la peine de mort aux États-Unis, tout le monde le sait, mais que ce soit organisé comme ça, il faut bien que ce soit organisé, c'est pas tout. Alors, que s'il y a la peine de mort, il faut que ce soit organisé. Et qu'on ne sache pas comment ça se passe, je me dis, mais c'est incroyable, il faut quand même qu'on le sache. Et aussi, donc, quand je dis la loi rend toute littérature obsolète, c'est le sentiment que j'ai quand j'ouvre un protocole d'exécution qui prévoit un certain nombre de choses et qui, à la fin, contient une annexe. Une annexe qui est remise au condamné à mort dans les toutes dernières semaines, juste au moment où le mandat d'exécution va être délivré, quand il va finalement, souvent après de longues années de recours et d'appels, quand il va être exécuté, on lui remet un document. C'est dans l'État de l'Oklahoma, en l'occurrence, qui s'adresse directement à lui et qui lui dit « Vous avez été condamné à mort ». C'est très rare. La loi ne s'adresse pas aux gens, ça n'emploie pas la deuxième personne, la loi. Et surtout pour dire quelque chose comme ça, vous avez été condamné à mort. Je trouve que et je dis, bien sûr que quand je le lis, je vois la violence. Et ça se termine par si votre famille ne s'occupe pas de prendre des dispositions pour votre enterrement, l'État s'occupera de votre enterrement. C'est l'incipit de votre livre. Et oui, c'est d'une telle force, d'une telle violence. C'est évidemment aussi, vous avez été condamné à mort, ce qui nous constitue pour peut-être le meilleur et le pire. Qu'évidemment, quand je lis ça, je me dis, ben oui, ça rend toute littérature obsolète parce que ça résume tout et que c'est plus fort que la littérature, puisque la littérature, voilà. C'est quelques pages dans un livre, sur une bibliothèque ou dans une poche ou dans une tête. Et que là, je me dis, c'est la loi, c'est-à-dire que cette phrase a force exécutoire. Et donc, il y a quelque chose de vertigineux et j'ai envie de remettre, puisque la loi est plus forte que la littérature, j'ai aussi envie de la remettre dans la littérature. Enfin bon, voilà, je ne sais plus où je vais, mais je vais vous empêcher de poser toutes vos questions, donc il faut que je m'arrête. C'est le plus important, c'est de vous écouter. Ce qui frappe le plus dans le livre, c'est sa construction. Vous parliez tout à l'heure du partage de responsabilités, de tout ce qui est humain nous concerne et nous en sommes responsables. C'est ce qu'on ressent, je trouve, à travers le frottement justement entre les parties plus narratives du livre, donc effectivement qui ne sont pas vous. J'ai parlé tout à l'heure d'une narratrice, mais il faudra que je vérifie. Je ne sais pas si on sait le genre. Est-ce que c'est un narrateur, une narratrice? En tout cas, c'est une partie plus narrative du livre qui se frotte avec des scènes qui sont plutôt avec une langue totalement juridique. Et vous alternez ces textes-là. Et c'est ce qu'on sent justement, ce partage des responsabilités à travers ce frottement entre ces deux langues. Donc ces scènes, elles se passent dans ce qu'on suppose être la Californie, puisque vous le décrivez assez précisément. Un endroit où il fait toujours beau, où tout le monde sourit toujours. Mais je vous coupe tout de suite, parce que oui, peut-être que tout est issu du réel, hein, puisque c'est le thème c'est issu, mais si je ne mentionne pas la Californie, alors que je prends des choses qui, dans mon esprit, viennent de ce que je sais de ces endroits, c'est pas pour dire ensuite, bah oui, c'est la Californie, je l'ai pas mis là, on s'en fiche. Non, si je l'ai pas mis là, c'est pour des raisons précises. C'est parce que si je vous dis c'est la Californie, on est ok, super, c'est la Californie. On voit le film. Mais moi, je fais pas des films, je fais de la littérature. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus générales. C'est des choses qui sont, si c'est un nom précisé dans le temps et dans l'espace et que les personnages n'ont pas de prénom, c'est à dessein pour qu'on essaye de sortir de quelque chose de beaucoup plus général que et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'en fiche en fait. Vous voyez, la Californie passe totalement au second plan, effectivement, et c'est justement pour ça que vous ne la nommez pas. C'est ce que ça vous pourrait être une planète ou ça pourrait être n'importe. Enfin,
voilà, c'est peut-être pour faire mieux sentir. C'est pas je le cache pas non plus. Je vous le concède tout à fait. Je ne cache pas la réalité derrière les mots, si vous voulez, mais c'est pour permettre au lecteur d'accéder à quelque chose d'immédiatement plus universel que le folklore, que les noms, vous voyez, attachés aux noms. Voilà, non, c'est pas une histoire de surf ou de cow-boy. Même si j'aime bien le surf et les cow-boys. Hein. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est surtout ce frottement entre les deux, ce montage, cette construction, comment elle vous est venue? Est-ce que j'ai raison de penser que ça a été une sorte de trouvaille? Parce que ça fait un tel choc d'avoir ces scènes, cette alternance, que je suppose, je vous imagine en train d'être face à cette alternance de scènes et de vous rendre compte que là, il y a quelque chose de très fort que vous avez trouvé. Comment ça s'est passé? Bah, ce qui se passe d'abord, c'est que quand on a une vision du monde, elle vous accompagne tout le temps. Donc, moi, ce que je vois quand je lis les protocoles d'exécution, c'est quelque chose que je vois quand je me promène, quoi. Cette idée voilà, d'un monde hanté par notre propre mortalité. C'est pas juste quelque chose que je sais pas, j'ouvre l'ordi et je tombe sur ces protocoles et je me dis oh mon Dieu, la mort, le mal. Non, et puis je le referme et ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est partout. Donc bien sûr que c'est quelque chose qui m'accompagne et qui est dans mon regard sur le monde. Ça, c'est le premier élément. Donc pour moi, il y a déjà dans ma tête une continuité. Et ensuite, je voulais pas écrire un livre qui se déroule que dans le monde des prisons et qui aurait peut-être pu laisser croire que ces questions du mal, de la mort ne concernaient que ceux qui y sont confrontés directement, c'est-à-dire les condamnés à mort dans les prisons américaines, ou que la question du mal et de la mort ne concernait que les États-Unis, même si ce n'était pas nommé, etc. Voilà, non, que cette question, je voulais qu'elle sorte de là et qu'il y ait un aller-retour et qu'on sente quelque chose, voyez, de beaucoup plus insidieux. C'est pas ailleurs, c'est pas en dehors du monde des lecteurs, parce qu'on n'est pas en prison, parce qu'on n'est pas aux États-Unis, etc. Non, c'est quelque chose, c'est un gaz qui, c'est ce dont je parle, même quand dans les passages sur les exécutions, c'est même pas l'exécution, c'est quelle espèce de, voilà. Donc je voulais que tout soit lié. Donc c'est venu assez naturellement. Ensuite parce que c'est assez facile en fait quand on a ça en tête de voir un monde hanté par ça, quoi. L'impression que ça donne, cette alternance, c'est que la violence de la mise à mort et le quotidien la violence de la mise à mort d'un côté et le quotidien de nos vies modernes, parce que certes on ne sait pas où ça se passe forcément, en tout cas ça a peu d'importance, mais c'est important que ça se passe dans notre vie moderne, dans notre contemporain, je crois, répondent à une même mécanique qui est celle de la loi, du protocole auquel on se plie. Et donc, ça nous rend quelque part responsables des protocoles qui régissent l'humanité et qui régissent les condamnations à mort. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le comprendre ? Ah, peut-être. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Pour moi, la loi est en tout cas, la façon dont il me semble que en tout cas, quand je l'ai traité dans ce livre, c'est plus comme un fait comme un autre. Je prends la loi comme un, oui, c'est ça, comme un fait. Et bien sûr que oui, enfin, et par ailleurs, oui, je me souvenais de cette expression de Derrida qui dit la loi, très belle, parfaite définition de la loi est ce à quoi on n'échappe pas. Évidemment, donc on comprend bien que la loi et la mort, c'est la même chose aussi. Mais
Non, bien sûr que pour moi, ensuite, la loi, et je crois que les lois qu'on se donne à nous-mêmes constamment pour essayer d'organiser nos vies, pour échapper au chaos pratique, matériel et mental, sont, je crois, une tentative individuelle ou des sociétés de s'arracher au mal. Je crois qu'on y croit, ça. On essaye toujours de s'améliorer. Et je ne crois pas que la loi américaine échappe à ça. Je crois que la loi aux États-Unis, qui a été un grand pays de droit, et encore une fois, porté par cet immense mouvement de la Révolution américaine et de la Constitution, il y a une foi très forte dans le droit, quoi, dans la loi. Et ce qu'on voit là, par cet exemple, évidemment très fort de la peine de mort, parce que nous, on l'a plus, mais enfin, c'est pas non plus si vieux que ça, hein, chez nous, l'abolition. C'est, on va dire, une contradiction. Et je crois que oui, parce que la loi n'est rien d'autre que comme quelque chose d'humain, c'est-à-dire que je crois qu'on ne cesse de vouloir s'arracher au mal, mais qu'on ne cesse de retomber, quoi. Enfin, on est toujours attrapé, et donc la loi elle-même est traversée par ce combat et ces contradictions et ces chutes. Et en revanche, il n'est jamais question de mal, en fait, dans ce livre. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez une écriture qui est extrêmement factuelle, qui est froide. En fait, on parle souvent pour vous d'écriture blanche. C'est comme ça que l'émotion peut surgir, en fait, chez le lecteur ou la lectrice, aussi bien dans les passages où vous parlez de sexualité ou d'expérience. Il n'y a pas beaucoup, enfin, je veux dire, là, c'est pas pourquoi. Il y a peut-être une où il y a quelques histoires. Il n'y a pas beaucoup de sexualité dans ce livre. C'est vraiment pas le sujet, je crois. Ah non, c'est sûr que c'est pas le sujet, mais il y en a quand même. Il y en a, et c'est évidemment très brut et sans détour, comme l'expression du désir est très brute et sans détour, mais on sent quand même du désir, je trouve, dans les scènes narratives, à travers, par exemple, des phrases comme I think we should fuck. C'est pas moi qui le dis. Non. C'est quelqu'un. De toute façon, vous disiez qu'il n'y avait pas de mais moi. Non, mais c'est pas la première personne qui le dit. C'est des choses qui seront transcrites et qui passent d'un truc à un autre, qui, pour moi, disent un monde complètement paumé. Voilà. Donc pour moi, c'est pas du tout la question du désir et Eros, Thanatos, c'est pas du tout le sujet. On montre juste un monde où ça n'a pas l'air d'aller très. C'est pas l'air d'être. Tout le monde a l'air un peu. Voilà. C'est plutôt ça, comme la raison pour laquelle j'ai mis ces passages. Ce sont des personnages en quête de sens qui sont tout aussi perdus finalement que. C'est ça, il y a vraiment cette idée-là. Oui, et encore une fois, c'est même pas des personnages, c'est plus des figures comme ça, mais ouais, pour reprendre. Ouais. Mais oui, c'est ça. Alors, on va rembobiner. Et pour le style froid, oui, je sais pas. Je préfère faire ça comme ça. Je préfère faire ça factuellement, oui. On va rembobiner et faire un tour dans le passé. Est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez cherché à écrire quelque chose ? Vous pouvez entendre le verbe écrire comme vous voulez. Ça peut être des jeux, des constructions. Ça peut être voilà, écrire, créer une histoire. J'étais avocat avant, donc j'écrivais beaucoup comme avocat quand même. J'écrivais beaucoup. Alors, je ne vais pas vous passer les trucs où on écrit des contrats quand je faisais du droit, quand je plaidais pas, mais à partir du moment où on plaide, alors là, on n'écrit pas. On plaide, enfin, on fait un plan, mais enfin, on peut écrire Pardon, ça devient très technique. C'est vraiment pas très. Mais bon, on peut écrire des choses pour les juges, mais sinon, c'est pareil. On a une situation. Et on va essayer, à partir d'une certaine situation, de parler, de
de construire un discours, une narration qui ne va pas s'adresser à des lecteurs, mais à des juges ou des jurés, pour les faire voir celui qu'ils vont juger, espèce d'acte incroyable aussi d'un homme sur un autre. Des hommes vont juger un autre homme, c'est quand même quelque chose d'incroyable, leur rappeler à quel point c'est fou qu'ils ne le fassent pas légèrement. Et qu'à ce moment, ils entendent un certain nombre de choses que l'accusé lui-même ne peut pas dire. On ne peut pas parler quand on est accusé. Et c'est le rôle de l'avocat, donc de permettre que les juges écoutent ce que l'accusé ne peut pas dire. Et ça me paraît très, très proche de l'écriture, voilà. Ensuite, moi, j'ai jamais écrit dans des journaux, des choses comme ça, par exemple. Enfin, je veux dire, jamais écrit pour moi-même. Enfin, j'ai écrit soit dans mon métier d'avocat, qui me paraît pas très différent d'une certaine manière de ce que je fais maintenant. Et puis après, quand j'ai voulu écrire un livre, j'ai voulu écrire un livre. Donc, il n'y a pas tellement de petits bouts de papier dans les tiroirs, quoi. Quand vous dites que ça vous paraît pas très différent de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer ça ? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire on construit un discours pour essayer de saisir des gens, des lecteurs ou des juges, en présupposant, il y a un pari derrière toute une plaidoirie, et qui est le même pari qu'il y a derrière tout livre, c'est que on partage quelque chose de commun. C'est que bien sûr, on est tous seuls dans l'humanité, mais on partage tous non seulement cette solitude, mais une sorte de connaissance, presque, parfois même inconscience, de tout, je pense. Ce qui nous permet c'est ça qui fait que quand on lit Homère, on se dit « Ah oui, tiens ». Je suis sûre, je ne sais pas, si vous avez tous lu, je ne parle même pas de l'Odyssée, mais même l'Iliade, qui paraît encore plus éloignée. Qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Ça paraissait très très loin de nous quand même. Eh bien, il y a des pages absolument bouleversantes, et bouleversantes parce qu'on les comprend, on est là, on les vit, avec Hector, le fils d'Hector, enfin il y a des choses absolument très, très, très magnifiques, et on les éprouve certainement de la même façon qu'Homère les a éprouvés, c'est-à-dire un homme qui vivait dans un autre monde, et combien autre que le nôtre. Donc c'est bien qu'être, voilà, que faire partie de l'humanité à quelque moment que ce soit. Je ne parle même pas de nous tous dans cette salle à Paris en 2026. Mais c'est aussi une expérience commune. Et je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que c'est ça le pari de la littérature. C'est-à-dire, je vais écrire quelque chose que je suis sûre que ça va être compris. Pas les phrases elles-mêmes. Ce qui est écrit, c'est toujours derrière les phrases ce qui se passe. Bien sûr, on le sait. Donc, parce que je suis sûre que ce que moi je sous-entends, ce que même derrière mes phrases va résonner, va tomber sur quelque chose du même ordre, pas identique, mais du même ordre chez les lecteurs. De la même façon que quand je plaidais ou quand un avocat plaide, il se dit... Oui, bien sûr, à un moment, le juge va juger l'accusé pour les faits qui ont été commis. Généralement, il y a peu de discussion sur les faits, qui constituent un crime, un délit, et qui doivent être condamnés. Ça, c'est pas la question, on ne remet pas en cause. Mais pour que l'opération ait un tout petit peu de sens et qu'elle soit faite au mieux, il faut qu'à un moment,
le juge comprenne que relier tous les fils, c'est-à-dire que l'avocat, l'accusé, et le juge ou les jurés, on partage quelque chose de commun. Et qu'on n'est pas uniquement à des rôles différents, où le juge peut dire monsieur, très brave. Bon. Non, non, il faut aussi qu'on ressente cette chose commune. Et voilà, qui est faite de responsabilité, mais aussi de compassion pour permettre de juger. Donc je pense que toutes ces choses-là ne sont pas si éloignées. Après, il y a dans ma manière de... Il y a ma volonté, après il y a des choix, des styles. Il y a autant de styles de plaidoirie que de styles d'avocat et de styles d'écrivain, c'est toujours pareil. Et moi j'aime bien... Moi, je voulais faire bouger les juges. Je me souviens que quand on est avocat, voilà, on n'a pas de pouvoir, parce que le pouvoir, c'est les juges qui l'ont, c'est eux qui jugent, hein, par définition. Voilà. Nous, la seule chose quand on est avocat, c'est qu'on se lève pour plaider, et que jusqu'à ce qu'on se rasseye, on ne peut pas être interrompu. C'est un peu comme quand on écrit un livre. Vous voyez, on écrit jusqu'à la fin. Alors, bien sûr, le lecteur peut se barrer, le juge peut écouter, dire je m'en fous ce qu'il raconte. Ah, mais on peut parler. Et moi, je me souviens, quand je me levais, je me disais, mon but, c'est que quand je me rasserrais, les juges auront bougé. J'imaginais presque un mouvement physique des juges dans leur vision sur l'accusé. Et voilà, c'est pour ça, moi, la façon dont j'écris peut-être, enfin en tout cas, j'ai pas du tout envie d'utiliser la littérature ou de faire des livres pour raconter mes histoires ou me souvenir ou évoquer des gens que j'ai aimés. C'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce lien avec les lecteurs et d'arriver à les déplacer. Voilà, je crois que c'est... Donc il y a quelque chose de commun, oui, pour moi. Oui. Et pourquoi vous avez commencé à écrire des livres? Alors, est-ce que dans cette intention d'aller toucher quelque chose à travers vos plaidoiries d'archaïque, ou je ne sais plus quel mot vous avez utilisé, d'inconscient et de très ancien chez... Archaïque, j'aime bien, oui. Non, mais d'abord, j'ai toujours, pas très original, mais comme beaucoup de gens qui ont toujours beaucoup lu, ça me paraissait, j'ai toujours pensé à ça, mais... c'est pas parce que j'étais avocat que je pense je voulais pas. Je sais pas, la moitié du barreau de Paris est constitué d'écrivains putatifs, on va dire, ou qui aimeraient ou qui auraient aimé, voilà. Donc c'est pas très différent ces choses-là. Et c'est pas parce que j'étais avocat que je me disais pas que je voulais écrire. Bon, bref, mais c'est venu plus tard, quoi. C'est tout. Mais non, je pense que j'ai toujours. Et puis quand j'ai senti que je pouvais, bah, je l'ai fait parce que ça me paraît très très important. Ça paraît important les livres, donc quand je peux, je fais. Vous avez publié vos premiers livres à partir de 2004. Le premier s'appelait Un peu là, beaucoup ailleurs. C'est votre premier roman. Comment vous considérez ces premiers écrits? C'était plutôt. Alors, donc là, il faut revenir. Si vous parlez de ces deux premiers livres, je les avais écrits quand j'avais une trentaine d'années. Je crois que c'était même un peu plus tôt. Mais je sentais qu'ils n'étaient pas. J'avais essayé, mais c'était pas vraiment ça encore. Donc j'avais remballé le truc. Je me dis ok, bon, peut-être que je peux pas, peut-être que je suis pas. Alors donc on va essayer d'être avocat pénaliste, pas mal. Ça me paraissait avoir pas mal, suffisamment de sens. Ça me plaisait beaucoup. J'avais jusqu'à ce que avec mon expérience du pénal, ça me paraisse et puis simplement l'âge, quoi. Moi, je sais pas, j'étais plus mûr ou. Des gens qui écrivent très bien à 20 ans ou à 17, bah moi pas, ou même à 30, c'était pas ça. Donc pour moi, le vrai démarrage, il est beaucoup plus tard. Il est avec Playboy il y a moins de 10 ans, quoi. Il y a eu des tentatives, voilà.
Pourquoi vous parlez de Playboy comme d'un vrai démarrage? Est-ce que c'est lié au fait que c'est le premier livre dans lequel vous parlez de votre rupture par rapport à votre milieu d'origine? Non, mais pas, en plus, pour moi, il n'y a pas vraiment de rupture. Non, c'est juste le moment où j'ai le sentiment, et même si à chaque livre, je change, ou bien sûr, c'est je vais ailleurs, mais c'est le moment où je comprends comment je dois écrire. Voilà, je comprends pas comment écrire, je comprends comment je peux écrire. Et donc à ce moment-là, je fais plus que ça, c'est tout. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends comment je Ça, peux c'est écrire. ce que je vous ai dit quand j'ai parlé de ma façon de plaider, que je voulais déplacer les gens, quelque chose de très direct. C'était juste après des années où vraiment je plaidais beaucoup, et je me suis dit, je vais utiliser, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Et tout d'un coup, c'est ça qui m'intéresse. Après, ce que j'utilise, et la matière que j'utilise, et les histoires qui sont le prétexte à cet instrument sont pour moi sans aucune importance. C'est vraiment ça, c'est juste manier la langue pour qu'il arrive des choses au lecteur, qu'il se passe des choses quand ils ouvrent le livre. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, quand je comprends que c'est ça que je dois faire à ce moment-là, voilà, il me semble que je deviens écrivain à ce moment-là, qu'avant, j'avais essayé, mais c'était pas ça. Je savais pas trop quoi faire, quoi. Il y a une phrase qui revient presque dans tous vos livres. Je nage tous les jours. Dans Playboy, vous disiez 6 fois par semaine. Dans Love Me Thunder, c'est tous les jours. Vous dites c'est mon contrat avec moi-même. Et dans Protocole, vous êtes plus précise. Vous dites je nage tous les matins 2,5 km exactement. Compter fait aussi partie de la règle. Est-ce que quand vous écrivez, vous comptez? Est-ce que vous appliquez à l'écriture un protocole et la même rigueur qu'à la nage? Ah bah non, parce qu'on a moins froid quand on écrit que dans l'eau. Mais non, je sais pas. Non, je ne compte pas. Je ne compte pas, mais d'une certaine manière, la règle est simple, c'est que je me dis toujours j'écris, sauf quand je fais autre chose. Donc, non, je compte pas. Qu'est-ce que je pourrais compter? Les mots, les heures? Non, Vous avez un protocole. bah non. Je vois pas très bien même. Je sais qu'il y a des écrivains, mais ça me paraît complètement exotique pour moi. Les écrivains qui disent j'écris tant de pages par jour, ou je travaille de 5h02 à 11h33. Non, je sais pas. Je pense toujours aux livres que je dois faire, que je voudrais faire, que je n'arrive pas à faire, de la façon dont je devrais le faire. Je crois, quoi. Mais ça prend du temps. Et c'est pas le. Si vous voulez parler de pratique ou de fabrique, je sais. La question des phrases à sortir ça, c'est pas la question pour moi. Généralement, j'ai très vite de la matière, mais c'est de retravailler cette matière c'est pour qu'elle apparaisse d'une certaine manière. Et je passe plus de temps à enlever des choses qu'à en ajouter. Donc non, je n'ai pas de protocole, mais en fait, ma vie est organisée quand même autour de ça. C'est-à-dire que j'ai, encore une fois, pas d'autres activités, si ce n'est, oui, si, quand même, voilà, je ne veux pas de piscine une fois de plus, mais oui, j'ai des rapports avec mon prochain quand même un peu, mais voilà, mais sinon, j'essaye d'alléger au maximum, et je vis quand même de façon assez sobre pour avoir du temps, pour réfléchir à la question du livre que je veux faire, quoi. Voilà, donc c'est ça mon protocole, mais il ne s'incarne pas par des règles, par des horaires ou par des choses comme ça. Mais ouais, beaucoup de solitude, mais ça, j'aime bien aussi. Beaucoup de solitude, ouais. Voilà. Bon, ça ressemble pas au travail, en tout cas. Ça, je dois reconnaître que c'est pour ça, c'est quand même luxueux. C'est un travail qui, pour moi, ressemble pas beaucoup de travail. Voilà. Beaucoup de temps, donc, et beaucoup de temps à écrire, beaucoup de temps à retirer.
beaucoup de temps à regarder dans le vague. Comment ça se passe, vos journées d'écriture? Bah oui, comme ça, oui, je sais pas. À réfléchir et ou à lire des choses, à essayer de trouver D'abord, il y a un désir de livre avant le livre. Je me dis pas, tiens, je vais écrire un livre sur, je sais pas, sur les étagères en bois blanc. C'est parce que, ah tiens, une étagère en bois blanc, comme c'est intéressant, on pourrait écrire une histoire. C'est pas comme ça. Si je me dis, ah ben, moi j'aimerais être quelque chose qui saisisse un truc que j'ai aperçu, que j'ai senti dans une journée et où je me dis, tiens, je voudrais que ce soit un mélange, arriver à écrire un livre qui soit entre Dostoïevski, Kafka et Dennis Cooper, vous voyez, donc, Massacre à la tronçonneuse, et avec un bout de Huysmans là, et bien sûr, ce que je vais faire ne ressemble à rien de tout ça, parce que bon, mais c'est des choses comme ça qui me font réfléchir. Et après, j'essaie d'attraper des choses dans le réel parce que je suis dans le réel et que je suis à la fois avec mon univers mental et puis des choses devant mes yeux. Et après, la façon dont je veux la retranscrire, bon, bah, c'est à la fois des choix et à la fois la façon dont on fait, comme quand on marche dans la rue. Il y a une part de... Voilà. Et oui, enfin, ça peut être quand je marche dans la rue et que je vais acheter des yaourts au Franprix. Ça peut être quand je suis chez moi. Ça peut être quand je suis en voyage. Parce que ça peu importe où est le corps, je dirais. C'est pas... Là, par exemple, alors j'ai lu quelque part ou j'ai entendu quelque part que vous aviez l'intention de faire une sorte de, peut-être pas de trilogie, mais en tout cas, voilà, de rassembler Offense, Protocole et un troisième livre à venir. Est-ce que vous êtes déjà dans la projection d'un troisième livre pour ce cycle? Comment ça se passe? J'adore, c'est super. C'est des gens qui savent plus ce que je vais faire que moi-même. Je ne dis pas pour vous. Hein. C'est ce que vous avez dit quelque part oui, à la radio. Parce que j'aime bien, pourquoi pas. Mais enfin, non, j'ai pas de... Mais je continue à être dans ces... Enfin, je pense pas que je vais écrire. Je pense pas que le prochain livre soit sur les papillons, ni sur les étagères, par exemple. C'est sûr. Mais ouais, non, je suis de plus en plus intéressée par ce. Enfin, je veux poursuivre dans cette pente, mais je sais pas exactement où ça ira et si ça sera une trilogie. Enfin, je sais pas ce que c'est trop. Parce que le mot trilogie, des gens l'ont impliqué pour les premiers. Je comprends un peu pour Playboy, Love Me Tender et non. Et j'ai dit, mais j'ai jamais écrit, c'est pas une trilogie. Bon, enfin bon, c'est pas très important. Mais après tout, je me dis, ouais, peut-être. Voilà. Donc, bref, cette réponse n'a aucun sens. Elle ressemble à rien, mais on verra bien. Vous avez dit continuer sur cette pente, c'est-à-dire la pente de vous intéresser à la pente figure des enfers. La pente des enfers. Oui, j'aime bien. La figure de l'accusé, peut-être aussi. Bah, il était déjà pas mal dans le précédent, donc je pense pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Pour cette interview, Constance Debré, je vous ai demandé d'apporter un objet qui dise quelque chose de votre rapport à l'écriture. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous m'avez répondu et... Je vous ai dit que non, parce que je sais plus, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous m'avez dit que l'écriture était pour vous une représentation immatérielle de la matérialité du monde. C'était un très beau mail. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai. C'est toute la beauté de cette chose. C'est encore une fois, les livres ne sont pas les livres. C'est même pas l'objet. Hein. Et les lettres, c'est rien. C'est des signes. C'est quand même extraordinaire. Pour moi, c'est pour ça que c'est supérieur à la peinture, etc. Et qu'on est et que c'est pas le monde des idées pures. Bien sûr, c'est pas le monde des idées. En tout cas, le roman n'est pas le monde de la philosophie, n'est pas le monde de l'essai. Et en particulier, la littérature que moi je pratique, j'essaye de la rendre très
comme je l'ai dit, et ça a pu être au fil de mes livres de façon sans doute très différente. Dans Playboy et Love Me Tender, justement, la question du corps, la question de la sexualité était très présente et c'était très représenté, et ça me paraissait très important. Et là, ce sont d'autres choses, c'est plutôt la mort qui est représentée, ou enfin oui, la mort. Et donc, ce que je représente avec ces signes qui ne sont que des signes, sont des choses matérielles, mais de façon immatérielle. Et j'aime bien pouvoir saisir la totalité du monde, ou en tout cas de façon putative, par l'écriture. C'est ça qui est quand même extraordinaire, hein, c'est que une bibliothèque où les livres peuvent contenir la totalité du monde, et qu'on a ce sentiment parfois. Je ne dis pas que la littérature remplace la vie. Il n'y a pas de... Ces questions-là n'ont pas de sens, il me semble. Mais que par cette... On sait, je crois que par la représentation des choses elles-mêmes, paraissent, me semble-t-il, et c'est peut-être pour ça que ça marche, la littérature, quand même, depuis si longtemps, paraissent avoir du sens. Et que dans tous ces livres qui disent qu'on est damné, perdu, etc., ne nous sauvent pas, mais nous console, parce que tout d'un coup c'est moins grave, ou ça n'est peut-être pas moins grave, mais ça participe de quelque chose de plus grand que nous, d'être comme ça. Ah oui, bien sûr. Donc on participe à cette grande expérience qu'est d'être un homme sur Terre, quoi. Et ça, je crois qu'on ne peut vraiment le saisir que par la représentation, il me semble. Merci d'avoir amené cette totalité du monde, ce non-objet. Est-ce qu'il y a des questions? On a quelques minutes et on va faire passer un micro. Oui, monsieur, il y a une question ici. Oui. Pour en revenir à Protocole, ce qui m'a frappé le plus, enfin une des choses qui m'a frappé le plus, c'est que tout ce qui mène à ces protocoles d'exécution, c'est une idée d'humanité, d'être le plus humain possible, être le moins, je veux dire, cruel possible. Et on sent à travers votre texte, au contraire, que plus ça va, plus on s'enfonce dans l'ignominie, plus on essaye d'être, je dirais, neutre en exécutant les gens, plus ça devient ignoble. Voilà. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je peux rien ajouter à ça. C'est effectivement le constat. Mais oui, bien sûr. Enfin, mais ce sont des choses des débats qu'on a eus, nous, au moment de la Révolution, hein, puisque mais ça, Foucault, notamment, explique ça très bien. Il explique effectivement ce passage des sociétés, disons, d'ancien régime à la modernité, des républiques, des États de droit qui veulent avoir un régime de peine, qui veulent pas qu'il n'y ait pas de peine, mais qui veulent des peines justes et égales à tous les hommes, hein, pas différentes selon les crimes, pas différentes selon les statuts des hommes, et exercées avec le plus d'humanité possible. Bon. Et cette idée, donc en fait, c'est l'abolition de la torture. Il y a ça en Angleterre, il y a ça en France, aux États-Unis. C'est quelque chose qui arrive à la fin du XVIIIe siècle dans tous ces pays et qui est une avancée considérable, il faut le dire. Et donc, pour ce qui est de la peine de mort, qu'à cette époque, personne enfin, il y a quelques débats, mais en tout cas, elle est dans tous les pays. Et la plupart des philosophes sont en faveur de la peine de mort. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va tuer le moins cruellement possible.
Voilà. Et on a les mêmes débats qu'il y a eu aux États-Unis quand la constituante, et c'est pour ça qu'on arrive à la guillotine, qui, en réalité, quand on se penche sur la question, n'est pas super non plus, hein, en termes de voilà. Mais bon, en dehors de ça, c'est toujours, c'est difficile de tuer un homme, voilà. Et ça se passe rarement bien. Mais ce qui paraît encore plus choquant, d'abord, évidemment, nous, notre regard a changé. Je pense que si on ne peut même pas imaginer ce que nous aurions pensé de tout ça il y a 200 ans. C'est bon, absurde comme... Mais parce qu'on est habitué. Nous, en Europe, à ne plus avoir la peine de mort, on est habitué à avoir un degré de violence qui a diminué. On est habitué à considérer, que c'est cruel la peine de mort, voilà, en soi. Mais donc il y a déjà ce décalage quand on a dans notre regard sur ce qui peut se passer dans certains États américains, évidemment. Et puis, par ailleurs, les États-Unis, donc eux qui ne se sont pas arrêtés d'exécuter leurs condamnés quand nous, on l'a fait, ont toujours dans la logique que nous-mêmes avions, c'est-à-dire de le faire aussi proprement que possible et avec l'emploi des techniques modernes. Toujours cette fois aussi dans le progrès. Donc eux, on se sont nourris, si j'ose dire, des pratiques modernes. Donc évidemment, fin du 19e, c'est le gaz et l'électricité. Bon, bah ça marche pas et c'est affreux. Et puis après, c'est l'espoir d'une mort médicale. Quoi. Donc de l'injection létale et en effet pour un certain nombre de raisons ça marche pas et pour des raisons qui s'accroissent puisque disons depuis maintenant une quinzaine d'années les laboratoires pharmaceutiques ne veulent plus ont interdit la vente d'un des composantes du cocktail aux États et donc bref. Tout ça, effectivement, est affreux. C'est affreux par principe, encore une fois, je pense, parce que le passage de la vie à la mort, c'est pas beau, pas facile. Et ça l'est encore plus parce que les techniques ne marchent pas. Voilà. Bon. Est-ce que... Oui, bien sûr, là, c'est ça, oui. Je pense qu'il y a une sorte de mort clinique qui serait comme ça, technique. Bah non. Ouais. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question? Peut-être une question, oui. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous résistent encore? Des thèmes pour lesquels vous n'avez pas encore peut-être trouvé les mots ou l'angle pour dire certaines choses? À quoi vous pensez? Quand vous parlez de votre inspiration, il faut que vous désiriez avoir un désir d'écriture. Il faut que vous parlez du livre avant le livre, donc cette idée qui vient et que vous avez profondément envie d'écrire. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des choses qui vous traversent, qui vous touchent, mais vous ne savez pas encore comment les aborder, parce que vous abordez beaucoup de sujets assez durs, assez profonds. Certainement, mais je pense que si j'avais déterminé un... Non, s'il n'y a pas des thèmes en particulier, vous voyez, c'est pas... Mais après, oui, je peux avoir c'est pas des choses qui me résistent, mais... Non, je sais pas encore, j'ai des rêveries de livres que j'ai pas encore mises en œuvre. Et oui, peut-être que c'est ça qui me résiste, mais je sais pas. Après, on verra où mène le prochain. Mais ça me résiste toujours. Ça me résiste jusqu'à ce que ça me résiste. Le livre, il me résiste. Et c'est un échec permanent. Enfin, j'y arrive jamais jusqu'à ce que je le remette à mon éditeur. Et je sais même pas si j'ai réussi quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, mais juste oui, enfin, je sais pas, c'est une sorte de quand même
de bagarre avec l'échec, ouais, chaque livre un peu, je pense. Merci. On doit malheureusement s'arrêter là. Constance Debré, merci beaucoup. Protocole, vous le signez, je crois, vous dédicacez votre livre là, au fond de la salle. Merci encore, merci à Beaucoup, vous. Lorraine, merci. Merci d'avoir été là. Annonce simplement qu'à 20h30 ce soir, donc dans une demi-heure, au Centre Wallonie de Bruxelles, il y a une rencontre en l'honneur des poèmes à l'usage d'un monde en flammes, qui est donc publié au Castor Astral, signé par 21 poètes et poétesses réunis par Rim Batal et Stéphanie Vauvor. Merci beaucoup.